m'appelle Massinissa, je viens aujourd'hui vous présenter un peu mon métier de computational linguist et mon parcours et comment je suis arrivé aujourd'hui dans l'univers des fintech. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime beaucoup les langues, j'ai passé une partie de ma vie, c'est mon hobby en fait à apprendre de nouvelles langues, j'en ai appris un certain nombre, mais en parallèle, j'avais un certain conflit interne parce que en grandissant, j'aimais toucher à tout ce qui était informatique, aux ordinateurs, à la programmation. Donc, comment concilier ces deux aspects de ma personnalité et de mes passions? J'ai découvert qu'il y a justement un métier qui était justement entre les deux passions que j'ai évoqué précédemment. Donc, j'ai découvert qu'il y a un cursus qui s'appelle le Computational Linguistics, qui est exactement 50% de l'informatique et 50% des langues. Donc, grâce à ce parcours, j'ai appris non seulement à programmer, à faire du machine learning, à analyser de la donnée, mais également j'ai acquis les bases de l'analyse linguistique. Vous me direz, quel est le rapport en fait avec les fintech aujourd'hui? Eh bien, sachez en fait que les débouchés sont très nombreuses. Typiquement, dans les fintech, tout ce qui touche à la détection de fraude, c'est-à-dire on essaie de détecter s'il y a un délit d'initié, etc., ou on analyse les données chez certains analystes financiers, c'est du computational linguist. La data extraction, imaginez un analyste financier qui souhaite investir dans un fonds en Chine, soit il est obligé de lire tout le rapport annuel pour retrouver juste la ligne dont il a besoin, soit il fait appel à des gens comme nous, en fait, qui sont capables d'extraire exactement l'information dont il a besoin. Il y a aussi le sentimental analysis, par exemple, pour savoir quelles sont les opinions qu'on peut trouver sur Internet ou dans les réseaux sociaux par rapport à un produit financier en particulier. Eh bien, ça rentre aussi dans notre sujet. Les chatbots, les email bots, ça aide également tous les gérants de fonds ou bien toute personne travaillant dans le secteur de la finance justement à classer les mails par ordre de priorité. Par exemple, si on reçoit un mail, l'email bot dira « Ok, ce mail est à répondre dans les 2 heures, celui-là est à répondre ici ». Donc tout ça, ça nécessite des compétences en fait en computational linguistique. Il y a aussi le domaine de la traduction automatique qui est justement le mien. Donc, par la suite de mon cursus, j'ai rejoint la société LinguaCustodia, qui est une fintech en fait, qui développe des moteurs de traduction automatique customisés pour le secteur financier. Ça marche en fait comme Google Translate, mais la différence c'est que les moteurs qu'on développe ici sont customisés par type de document, c'est-à-dire que notre business case classique est une équipe d'appel d'offres au sein d'une institution financière qui traduit elle-même en interne les appels d'offres. Quand elle reçoit par exemple un appel d'offres d'Italie, ils sont obligés de le traduire en français pour y répondre. Et si c'est un grand groupe, ils sont obligés de le retraduire en anglais pour envoyer au département juridique à Londres. Donc imaginez le temps qui est perdu entre chaque étape. Nous, ce qu'on propose, c'est de couper justement le temps que peuvent passer ces différentes équipes à traduire et de développer un moteur à partir de leur historique, c'est-à-dire qui a appris exactement leur langage, leur structure, leur jargon, leurs produits. Et l'avantage aussi de ces solutions, c'est que c'est basé sur l'intelligence artificielle, c'est du deep learning derrière. Ça apprend avec le feedback, c'est-à-dire que si on se rend compte que tel utilisateur préfère utiliser tel groupe de mots, tel groupe d'expressions, travaille sur tel type de produit, si c'est du bound, si c'est de l'equities, ben la machine le comprendra exactement. Et elle produira une qualité qui sera bien au-dessus que ce que pourrait produire n'importe quel outil qu'on peut rencontrer sur Internet. On connaît tous Google Translate, la différence c'est que nous, ça s'adapte pour l'utilisateur. Donc ces solutions en fait, permettent de réduire les dépenses que pourraient avoir les institutions financières en externalisant les coûts de traduction, parce que nous, c'est un coût fixe au nombre de mots qui est très largement inférieur. Justement de gagner du temps, parce que là où le temps de traduction pour un appel d'offres dans une institution financière, il est de plusieurs jours, pour nous c'est 5 minutes. Et la qualité est préservée parce que, comme j'ai précédemment évoqué, le moteur s'adapte en fait. Donc disons ma journée classique en fait chez LinguaCustodia se découpe en plusieurs étapes. Il y a le data processing, le data cleaning, le machine learning et les quality assessment. En fait, quand on débute dans le métier, on pense qu'on passera plus de temps dans les 2 dernières étapes, c'est-à-dire faire évaluer la qualité ou le machine learning, mais en fait, on se rend compte que c'est faux, et c'est valable pour tous les data scientists. On passe beaucoup plus de temps à nettoyer la donnée, parce que on se rend compte que c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui définit en fait la qualité de notre modèle derrière. Chez LinguaCustodia, en fait, on est passé en 2 étapes, disons, technologiques. On a connu l'étape statistique, là où il fallait définir des caractéristiques du texte en amont, c'est-à-dire dire, OK,
on prend un texte et sa traduction, on dit pour prédire la traduction de cette phrase, on va regarder la taille, l'ordre des mots, la ponctuation, etc. C'est-à-dire qu'il fallait coder des features soi-même. On est passé par la suite à la phase du neural network, c'est-à-dire le deep learning, où là, tout ce qu'on a fait concernant les features, ça on pouvait l'oublier parce que les réseaux de neurones, en fait, ils définissaient eux-mêmes leurs features. C'est que, par exemple, si on applique le sujet à de la détection d'images, là où sur le statistical learning, pour prédire qu'une image est une voiture, on devrait dire que la voiture contient des roues, alors que le réseau de neurones, lui découvrira tout seul, lors de son apprentissage, qu'une voiture a des roues. C'est ça, en fait, la plus grosse différence. Donc après, le métier de computational linguiste, en fait, c'est un métier qui est ancien, mais qui évolue au fur et à mesure des nouvelles technologies, etc. Donc c'est ça. Je pense avoir fait le tour pour ma part. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quel outil j'utilise en tant que computational linguiste? En fait, il y a toute une gamme d'outils qui pourraient être les robots qu'on utilise pour récupérer la donnée, pour les traitements de données, c'est-à-dire pour faire le nettoyage de données dont j'ai parlé précédemment. Pour le learning en soi-même, en fait, on a développé nous-mêmes notre propre framework en fait, de deep learning, ce qui est faisable aujourd'hui avec l'ensemble des architectures disponibles. Pour le quality assessment, on a aussi développé un outil en interne qui c'est une sorte d'échelle en fait, de qualité de traduction qui est de 1 à 5, qui dit que cette traduction est mauvaise, cette traduction est bonne et quel est l'élément à améliorer. La question est, est-ce que les réseaux de neurones peuvent atteindre le niveau humain aujourd'hui? En fait, non. La réponse est non. Nous, on n'a pas ambition à se remplacer l'humain, justement, mais c'est en se positionnant comme outil d'aide à la traduction pour les institutions financières. C'est un outil qui combine l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. C'est ce qui permet justement de réduire le temps que peut passer un humain. L'humain fera toujours le travail, mais il sera réduit.